le pourcentage d'intelligence qui n'est pas humaine augmente considérablement. Et nous finirons par représenter un très faible pourcentage de l'intelligence. Vous savez, j'ai essayé de convaincre les gens de ralentir l'IA, de réguler l'IA. C'était inutile. J'ai essayé pendant des années. Elle est capable de beaucoup plus que ce que presque tout le monde sait sur elle. Et le taux d'amélioration est exponentiel. Et ça me fait vraiment peur. Vous savez, le plus gros problème que je vois avec les soi-disant experts, c'est qu'ils pensent en savoir plus qu'ils n'en savent. Et qu'ils se croient plus intelligents qu'ils ne sont en réalité. Le système Deep-Plan peut gagner à n'importe quel jeu. Il peut déjà battre les jeux originaux d'Atari. Il est super autonome et joue au jeu à une vitesse phénoménale, en moins d'1 minute. Nous sommes en train d'alimenter tout ce réseau, sans question ni réponse. Nous sommes tous programmés collectivement par l'IA. Ainsi, Google, plus toutes les personnes qui s'y connectent, sont un collectif cybernétique géant. Et c'est aussi vrai pour Facebook, Twitter, Instagram et tous ces réseaux sociaux. Et l'IA du collectif cybernétique géant possède un accès de niveau administrateur au serveur de Google pour optimiser l'utilisation de l'énergie dans les centres de données. Cependant, sans que l'on puisse l'anticiper, cela pourrait être un cheval de Troie involontaire. Ainsi, avec une petite mise à jour logicielle, cette IA pourrait prendre le contrôle complet de l'ensemble du système de Google, ce qui signifie qu'elle serait capable de faire tout ce qu'elle souhaite. C'est juste que ça va définitivement échapper au contrôle humain. Et ce qui va être délicat ici, c'est qu'il va être très tentant d'utiliser l'IA comme une arme. En fait, elle sera utilisée comme une arme. Donc, l'enjeu de l'intelligence artificielle est vraiment sérieux. Et le danger serait que de plus en plus de personnes l'utilisent les uns contre les autres. Je pense que c'est le plus probable. Ce sera le danger. Et cette nouvelle technologie pourrait causer des dommages ou la mort. Et ce serait vraiment un signal d'alarme. Et c'est ce qui tend à peser sur les gens. Ils ne peuvent tout simplement pas se définir au-delà de leur intelligence. Et ils n'apprécient pas l'idée qu'une machine puisse être bien plus intelligente qu'eux. Ils rejettent donc cette idée qui est fondamentalement erronée. Et nous espérons évidemment que nous devrons y recourir le moins possible, mais il s'agit sans doute d'une douce illusion. Et je suis vraiment très proche, voire assez proche de la technologie de pointe de l'IA. Et je pense que le premier conseil serait de jouer le jeu, d'être très attentif au développement de l'IA. Je pense que nous devons être très prudents dans la façon dont nous adoptons l'IA et nous assurer que les chercheurs ne se laissent pas emporter. Parce que parfois ce qu'il se passe, c'est qu'un scientifique peut être tellement absorbé par son travail qu'il ne réalise pas nécessairement les ramifications de ce qu'il fait. Je pense donc qu'il est important, pour la sécurité publique, que vous savez, que les gouvernements gardent un œil sur l'IA et s'assurent qu'elle ne représente pas un danger pour le public. Mais que faire face au chômage de masse? Ce sera un énorme défi social. Et je pense qu'en fin de compte, nous devrions avoir une sorte de revenu universel. Je ne pense pas que nous ayons le choix. Un revenu universel, je pense que cela sera nécessaire. Il y aura de moins en moins d'emplois qu'un robot ne sera pas capable de faire d'une façon plus efficace qu'un homme. Et c'est simplement que je ne peux pas être catégorique à ce sujet. Ce ne sont pas des choses que j'aimerais voir se produire. Ce sont simplement des choses qui, à mon avis, se produiront probablement. Et si mon évaluation est correcte, alors ces choses se produiront probablement. Alors, nous devons nous demander ce que nous allons faire à ce sujet. Et je pense qu'une sorte de revenu universel sera nécessaire. Et maintenant, la production, vous savez, la production de biens et de services sera extrêmement élevée. Donc avec l'automatisation, l'abondance viendra. Et presque tout deviendra très bon marché. Donc je pense que nous finirons par faire un revenu universel. Ce sera nécessaire. Et le défi le plus difficile
beaucoup plus difficile est de savoir comment les gens vont trouver un sens à leur vie. Car beaucoup de gens puissent du sens dans leur travail. Donc si vous n'en avez pas, si on n'a pas besoin de vous, si on n'a pas besoin de votre travail, quel est le sens? Avez-vous un sens? Vous sentez-vous inutile? Ce sont des problèmes beaucoup plus difficiles à gérer. Et puis, comment s'assurer que le futur sera le futur que nous voulons, que nous croyons idéal? Je veux dire, je pense qu'il y a une seule issue possible ici, qui est que soit nous entrons vraiment dans la science-fiction, soit nous entrons dans une sorte de science avancée, en fusionnant l'intelligence biologique avec l'intelligence artificielle. Et dans une certaine mesure, nous sommes déjà des cyborgs. Donc si vous pensez aux outils numériques que vous avez, votre téléphone, votre ordinateur, les applications que vous avez, comme le fait que, comme je l'ai mentionné plus tôt, vous pouvez poser une question et obtenir instantanément une réponse de Google, ou vous savez d'autres outils. Et donc vous avez déjà une couche numérique tertiaire. Je dis tertiaire en référence au système limbique, qui est en quelque sorte le cerveau animal, ou le cerveau primitif. Puis au cortex, qui est en quelque sorte la partie du cerveau qui organise la pensée. Et enfin à votre moi numérique, comme troisième couche. Mais donc, vous avez déjà ça. Et je pense que même si quelqu'un meurt, le spectre numérique existe toujours. Vous savez, tous les emails, les photos postées, ainsi que les réseaux sociaux vivent toujours. Donc, au fil du temps, je pense que nous verrons probablement une fusion plus étroite entre l'intelligence biologique et l'intelligence numérique. Et c'est surtout une question de bande passante, de vitesse de connexion entre votre cerveau et l'extension numérique de votre conscience. Parce que, vous savez, un ordinateur peut communiquer à 1 million de bits par seconde, mais votre pouce peut peut-être faire 10 bits de plus par seconde, ou 100 si vous êtes généreux. Je pense donc qu'une interface à large bande passante avec le cerveau permettra d'atteindre une symbiose entre l'intelligence humaine et l'IA, et peut-être résoudre le problème du contrôle et de l'utilité. Et vous savez, je ne suis pas vraiment inquiet sur le court terme. Les choses qui s'apparentent à une forme classique de l'intelligence artificielle n'est pas un risque au niveau de l'espèce. Certes, cela entraînera des bouleversements, des pertes d'emploi, et vous savez, des meilleures armes et ce genre de choses. Mais ce n'est pas un risque fondamental au niveau de l'espèce. Alors que la super-intelligence numérique, elle, l'est. Il s'agit donc de préparer le terrain pour s'assurer que si l'humanité collective décide que la création de la super-intelligence numérique est la bonne décision, alors nous devrions le faire très soigneusement. Très soigneusement. C'est la chose la plus importante que nous puissions faire. Et le risque de l'intelligence artificielle est que, je suppose, que c'est une sorte de tumeur bénigne. Et nous sommes en mesure de réaliser une symbiose avec elle si nous y mettons les moyens. Et idéalement, il y a quelqu'un dont je ne me souviens plus de son nom, mais qui a fait une bonne suggestion sur ce que devrait être l'optimisation de l'IA. Quelle est sa fonction d'utilité? Il faut faire attention à cela, car vous dites maximiser le bonheur, et l'IA conclut que le bonheur résulte de la dopamine et de la sérotonine. Et vous savez, j'aime bien la définition qui dit que l'IA doit maximiser la liberté d'action.